De quoi? Qui fait la femme de chambre? Qui fait l'époux? Moi, là, d'après moi, si tu fais le narrateur, je fais la femme de chambre et le docteur. T'en fais 3? Ben, parce que, écoute, non, tu penses que c'est de la job, ça. Mais toi, t'as de la job, en fait. Ouais. Ben oui, si tu regardes le texte, là, surtout, là, tu vas juste une feuille. C'est à 95% du narrateur. Ah, ben, OK. on va partir et puis on regardera ce que ça va donner. Ben, c'est pour ça que je te dis, fais le narrateur, moi, m'en faire le reste. Ça te convient-il? Oui. Mais prends ton souffle, mon ami, parce que... OK. Ça, OK. On part. L'épouse de, j'allais dire Léon Tolstoï. C'est bien parti. Là, tu m'as coupé l'herbe sous le pied parce que juste au moment où tu es parti à l'épouse, je m'en allais faire la présentation. Ah oui? Je me réservais une présentation classique. OK, on y va. Non. Ben non, rattrape le coup, là. Alors, nous allons... Il y a rien à faire quand tu prends le ton solennel. Ouais. Tu voyais la tête que t'as en même temps. Je suis pas capable, je suis pas bien aidé contre ça. Alors, nous allons vous présenter une nouvelle d'Anton Tchekhov, parue en 1895 et qui a pour titre L'épouse. Et ça va comme suit. Je vous ai prié de ne pas ranger sur mon bureau, disait Nikolai Evgravitch. Quand vous avez rangé, on ne trouve plus rien. Où est le télégramme? Où l'avez-vous mis? Veuillez le chercher. Il est de Kazan, daté d'hier. La femme de chambre, pâle, très mince, avec un visage indifférent, trouva dans la corbeille sous le bureau plusieurs télégrammes qu'elle donna en silence au médecin. Mais c'étaient tous des télégrammes de la ville, envoyés par des patients. On chercha ensuite dans le salon d'Olga Dmitrievna. Il était minuit passé. Nikolai savait que sa femme rentrerait tard, vers 5 heures au plus tôt. Il n'avait pas confiance en elle, et quand elle restait dehors longtemps, il ne dormait pas, se languissait, et en même temps méprisait cette femme et son lit et sa glace et ses bonnes bonnières et tous ses muguets et ses jacinthes qu'on lui envoyait tous les jours et qui répandaient par toute la maison l'odeur écœurante d'un magasin de fleuristes. Ces nuits-là, il devenait mesquin, capricieux, chicanier, et en ce moment, il lui semblait qu'il avait grand besoin de ce télégramme reçu la veille de son frère. Bien que ces télégrammes ne continrent rien que des félicitations à propos d'une fête. Dans la chambre de sa femme, sur la table, sous une boîte contenant du papier à lettres, il trouva un télégramme et y jeta un regard. Le télégramme était adressé aux bons soins de sa belle-mère pour être transmis à Olga. Il était daté de Monte-Carlo et signé Michel. Au texte, le médecin ne comprit rien car il était rédigé dans une langue étrangère, l'anglais apparemment. Qui est ce Michel? Pourquoi Monte-Carlo? Pourquoi au bon soin de ma belle-mère? En 7 ans de vie conjugale, il avait pris l'habitude de soupçonner, de deviner, de serrer les preuves, et lui était plus d'une fois venu à l'esprit que, grâce à cet entraînement domestique, il pourrait maintenant devenir un excellent détective.
De retour dans son cabinet de travail, et s'étant mis à réfléchir, il se rappela aussitôt qu'un an et demi plus tôt, il avait été avec sa femme à Pétersbourg et avait déjeuné chez Cuba avec un de ses camarades de classe, ingénieur des ponts et chaussées, et que cet ingénieur leur avait présenté à sa femme et lui un jeune homme de 22 ou 23 ans qui s'appelait Mikhail Ivanitch. Son nom de famille était bref, un peu étrange, Riss. 2 mois plus tard, le médecin avait vu dans l'album de sa femme la photographie de ce jeune homme avec une dédicace en français, en souvenir du présent et dans l'espoir de l'avenir. Puis il l'avait rencontré 1 ou 2 fois chez sa belle-mère. C'était justement une époque où sa femme s'absentait souvent, rentrait à la maison à 4 ou 5 heures du matin et lui réclamait sans cesse un passeport pour aller à l'étranger qu'il lui refusait, si bien que tous les jours la maisonnée était en guerre, au point qu'on en avait honte chez les domestiques. Il y avait 6 mois, ses jeunes collègues médecins avaient diagnostiqué chez lui un début de tuberculose et lui avaient conseillé de tout abandonner et de partir pour la Crimée. L'ayant appris, Olga avait feint d'en être fort effrayée et câlinait son mari et lui assurait qu'en Crimée, il faisait froid. On s'y ennuyait. Nice serait mieux. Elle l'accompagnerait, le soignerait, le dorloterait, protégerait son repos. Maintenant, il comprenait pourquoi sa femme souhaitait aller précisément à Nice. Son Michel habitait Monte-Carlo. Il prit un dictionnaire anglo-russe et, traduisant les mots et en devinant le sens, il bâtit peu à peu la phrase suivante. « Bois à la santé de ma chère bien-aimée, baise 1000 fois son petit pied, attends arriver avec impatience. » Il se représenta le rôle ridicule et pitoyable qu'il aurait joué s'il avait accepté d'aller à Nice avec sa femme, faille pleurer de dépit, et, fort agité, commençant à marcher par toutes les pièces. Sa fierté et sa délicatesse plébéienne s'étaient émues en lui. Serrant les poings et grimaçant de dégoût, il se demandait comment lui, fils d'un curé de campagne, séminariste, homme droit et rude, chirurgien de profession, il avait pu se livrer en esclavage, asservi si honteusement à cet être faible, insignifiant, vénal, vil. « Son petit pied !» marmonnait-il en froissant le télégramme. « Son petit pied !» Du temps où il était tombé amoureux, il avait fait sa demande et des 7 ans de vie qui avaient suivi, il ne lui restait plus que le souvenir d'une longue chevelure parfumée, d'un amas de douces dentelles et d'un petit pied, réellement très petit et joli, et maintenant encore, ses mains et son visage ne semblaient avoir conservé des étreintes passées que la sensation de la soie et de la dentelle, rien de plus. Rien de plus, à moins de compter les crises d'hystérie, les glapissements, les reproches, les menaces et les mensonges éhontés de la trahison. Il se rappelait qu'à la campagne, chez son père, il arrivait qu'un oiseau entra sans le vouloir dans la maison et commença à se jeter frénétiquement contre les vitres et à renverser les objets,
ainsi cette femme, d'un milieu qui lui était complètement étranger, était entrée dans sa vie et avait provoqué une véritable dévastation. Les meilleures années de sa vie s'étaient écoulées comme en enfer. Ses espoirs de bonheur étaient brisés et ridiculisés. Il avait perdu la santé. Dans son appartement régnait une atmosphère vulgaire et demi-mondaine. Quant aux 10 000 roubles qu'il gagnait par an, il n'arrivait pas à en envoyer. Ah, ça, je trouve ça dur. Il avait déjà... il n'arrivait pas à en envoyer fût-ce 10 à sa mère, veuve du curé. Il avait déjà une quinzaine de milliers de dettes. Il lui semblait que si une bande de brigands habitait son appartement, sa vie ne serait pas aussi désespérément, aussi irrémédiablement détruite que par la présence de cette femme. Il commença à tousser et à étouffer. Il aurait dû se coucher et se réchauffer, mais il ne pouvait pas. Il continuait à marcher par l'appartement où il s'essayait au bureau et griffonnait nerveusement avec un crayon sur une feuille de papier, écrivant machinalement « Essai de plume. Son petit pied. » À 5 heures, il avait faibli et s'accusait lui-même de tout. Et il lui semblait maintenant que si Olga avait épousé un autre homme qui aurait pu avoir sur elle une bonne influence, alors qui sait? À la fin des fins, elle serait peut-être devenue une femme bonne et honnête. Tandis que lui était mauvais psychologue, ne connaissait pas l'âme féminine, de plus n'était ni intéressant ni raffiné. Il ne me reste plus longtemps à vivre, pensait-il. Je suis un cadavre et je ne dois pas gêner les vivants. Actuellement, il serait en somme bizarre et stupide de défendre de prétendus droits. Nous nous expliquerons. Qu'elle aille retrouver l'homme qu'elle aime. Je lui accorderai le divorce. Je prendrai la faute sur moi. Olga arrivait enfin, et sans ôter sa cape blanche, son chapeau et ses caoutchoucs, entra dans le cabinet de travail et tomba sur un fauteuil. « Gros vilain garnement !» dit-elle, respirant avec peine, et elle poussa un petit sanglot. « C'est même malhonnête, c'est répugnant !» Elle frappa du pied. « Je n'en peux plus, je n'en peux plus, je n'en peux plus. »« Qu'y a-t-il? » C'est à moi. »« Qu'y a-t-il » demanda Nikolai, s'approchant d'elle. « Un étudiant, Azarbekov, vient de me reconduire, et il a perdu mon sac. J'avais 15 roubles dans le sac. Je les avais empruntés à maman. » Elle pleurait le plus sérieusement du monde, comme une petite fille, et non seulement son mouchoir, mais ses gants étaient trempés de larmes. « Tant pis, soupira le médecin, il l'a perdu. Il l'a perdu. On n'y peut rien. Calme-toi. J'ai besoin de te parler. Je ne suis pas millionnaire pour semer de l'argent comme ça, il dit. Il dit qu'il me le rendra, mais je ne le crois pas. Il est pauvre. » Le mari la priait de se calmer et de l'écouter. Elle parlait toujours de l'étudiant et des 15 roubles qu'elle avait perdus. « Ah, je t'en donnerai 25 demain, mais tais-toi, je te prie, fit-il avec irritation. « Il faut que je me change, pleura-t-elle. Je ne peux tout de même pas parler sérieusement quand j'ai ma pelisse. Tu es étrange. » Il lui enleva sa pelisse et ses caoutchoucs, et ce faisant, sentit une odeur de vin blanc. Le vin blanc qu'elle aimait boire en mangeant des huîtres. Malgré ses airs éthérés, elle mangeait énormément et buvait beaucoup. Elle rentra dans sa chambre et revint peu après, changée, poudrée, les yeux éplorés. Elle s'assit et disparut tout entière dans son léger peignoir à dentelle. Dans cette mer de vagues roses, le mari ne distinguait plus que les cheveux défaits et un petit pied chaussé d'une pantoufle. « De quoi veux-tu parler ?» demanda-t-elle en se balançant dans son fauteuil. « Par mes gardes, j'ai vu ceci, » dit le médecin en tendant le télégramme. Elle lui lut et haussa les épaules. « Eh bien, » demanda-t-elle en se balançant plus fort, « ce sont des vœux de nouvel an. Ordinaire, rien d'autre. Il n'y en a aucun secret. Tu comptes sur le fait que je ne connais pas l'anglais. C'est vrai, je ne le connais pas, mais j'ai un dictionnaire.
C'est un télégramme de Rhys, qui boit la santé de sa bien-aimée et t'embrasse 1000 fois. Mais laissons cela, continua hâtivement le médecin. Je n'ai pas la moindre intention de te faire des reproches ou une scène. Nous avons déjà eu assez de scènes et de reproches. Il faut en finir. Voici ce que je voulais dire. Tu es libre. Tu peux vivre comme tu veux. Il y eut un silence. Elle se mit à pleurer tout bas. Je te libère de la nécessité de feindre et de mentir, poursuivit Nikolai. Si tu aimes ce jeune homme, aime-le. Si tu veux aller le retrouver à l'étranger, vas-y. Tu es jeune, pleine de santé. Moi, je suis un infirme. Il ne me reste plus longtemps à vivre. Bref, tu m'as compris. Il était agité et ne pouvait continuer. Sans cesse de pleurer, Olga confessa. De la voix dont on parle lorsqu'on s'apitoie sur soi-même, qu'elle aimait Rhys, qu'elle était allée se promener avec lui à la campagne, qu'elle lui avait rendu visite à son hôtel et qu'elle avait, en effet, grande envie de partir maintenant pour l'étranger. Tu vois, je ne dissimule rien, dit-elle en soupirant. Mon âme est toute nue devant toi. Et je t'en supplie encore une fois, sois magnanime. Donne-moi un passeport. Je te le répète, tu es libre. Elle changea de siège pour se mettre plus près de lui et voir l'expression de son visage. Elle ne le croyait pas et voulait saisir ses pensées cachées. Elle ne croyait jamais personne, si noble que fussent les intentions, elle y soupçonnait toujours des motifs bas et des buts égoïstes. Quand Olga chercha à déchiffrer son visage, il sembla à Nikolai qu'un petit feu vert s'était allumé dans ses yeux, comme dans ceux d'une chatte. « Alors, quand aurai-je mon passeport ?» demanda-t-elle à voix basse. Il eut soudain envie de répondre « Jamais !» Mais il se contint et dit « Quand tu voudras, j'irai pour un mois seulement. Tu iras retrouver Rhys pour toujours. Je te donnerai le divorce. Je prendrai la faute sur moi, et Rhys pourra t'épouser. Mais je ne veux pas du tout du divorce, vivement Olga avec un visage étonné. Je ne te demande pas le divorce. Donne-moi mon passeport, c'est tout. Et pourquoi ne veux-tu pas divorcer? Demanda le médecin, commençant à se fâcher. Tu es une femme bizarre, comme tu es bizarre. Si tu es sérieusement éprise et qu'il t'aime aussi dans cette situation-là, vous n'inventerez rien de mieux ni l'un ni l'autre que le mariage. Est-ce que tu vas encore choisir entre le mariage et l'adultère? Je vous comprends, dit-elle en s'éloignant, tandis que son visage prenait une expression méchante, vindicative. Je vous comprends parfaitement. Vous avez assez de moi. Oui, vous voulez tout simplement vous débarrasser de moi, m'imposer ce divorce. Grand merci, je ne suis pas aussi idiote que vous le pensez. Je n'accepterai pas de divorce. Je ne vous quitterai pas. Je ne vous quitterai pas. Je ne vous quitterai pas. Premièrement, je ne veux pas du tout perdre ma position dans la société, poursuivit-elle avec précipitation, comme si elle craignait qu'on ne l'empêchait de parler. Deuxièmement, j'ai déjà 27 ans, tandis que Rhys en a 23. Dans un an, il y aura assez de moi, il m'abandonnera. Et troisièmement, si vous tenez à le savoir, je ne suis pas certaine du tout que mon engouement durera longtemps. Et voilà, et je ne vous quitterai pas. Je te jetterai à la porte, cria Nikolai en tapant des pieds. Je te jetterai dehors, sale garce que tu es. Nous verrons, dit-elle en sortant. Dehors, il faisait jour depuis longtemps, et le médecin était toujours assis à son bureau. Il laissait son crayon errer sur son papier et il écrivait machinalement « Veuillez agréer, monsieur, son petit pied. » Ou alors il se levait et s'arrêtait au salon devant une photographie prise 7 ans plus tôt, peu après le mariage, et la regardait longuement. Groupe de famille. Le beau-père, la belle-mère, sa femme Olga, à 20 ans, et lui, dans le rôle du jeune mari heureux. Le beau-père, imberbe, bouffi, un conseiller privé atteint d'hydropésie, rusé et cupide. La belle-mère, grosse dame avec des traits menus et carnassiers, rappelant le putois, adorant sa fille et l'aidant en tout. Si la fille étrangle quelqu'un,
sa mère ne lui dira rien et la protégera d'un pan de sa jupe. Olga aussi a les traits du visage menus et carnassiers, mais plus expressifs et hardis que ceux de sa mère. Ce n'est pas un putois, mais une plus grosse bête. Quand Nikolai lui-même, il a sur cette photographie l'air d'un si bon garçon, un peu simple, un si brave type. Un sourire bonasse de séminariste est répandu sur son visage, et il croit naïvement que cette société de carnassiers, où le destin le fait entrer par hasard, lui apportera la poésie et le bonheur et tout ce à quoi il rêvait quand il était étudiant et qu'il chantait. Ne pas aimer, c'est perdre sa jeunesse. De nouveau avec perplexité, il se demanda comment lui, fils d'un curé de campagne, séminariste, homme simple, rude et droit, pouvait s'être livré pieds et poings liés à cet être insignifiant, trompeur, vulgaire, mesquin, dont la nature lui était complètement étrangère. Vers 11 heures, comme il mettait sa redingote pour aller à l'hôpital, sa femme de chambre entra dans son cabinet. « Que voulez-vous » demanda-t-il. « Madame est levée, et elle demande les 25 roubles que vous lui avez promis tout à l'heure. » Un portrait assez féroce. Ah, assez féroce, merci. Oh boy, ok. Féroce. On appelle ça pas sorti de l'auberge, hein? Et... Il n'y a rien de plus simple. Il n'y a rien de plus simple que de recommencer, étant donné qu'il faut recommencer. Oui, mais ça, on va l'effacer. Il faut que tu fasses la sortie. Alors, nous sommes présentement... Nous vous avons présenté dans... Bon, on va recommencer. OK. Pas toujours facile, hein? Pas toujours facile. Alors, vous venez d'entendre, dans les minutes qui précèdent, la lecture d'une nouvelle d'Anton Tchekhov, parue en 1895 et qui a pour titre Les pauses. Lecture faite par Michel Bianco et Jean-Marc. oui. Eh bien, nous vous souhaitons à la bonne vôtre, les amis. Toast, mon Jean. Oui, c'est là. À la prochaine. À la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous garde. C'est bien dit, hein?